Je suis Nadine Serve-Bensusan, directeur de recherche à l'INSERM, avec ici Georgia Malamut, qui est professeure de gastroentérologie à l'hôpital Cochin. Nous appartenons au laboratoire d'immunité intestinale de l'Institut Imagine sur le campus de l'hôpital Necker, où nous travaillons sur les mécanismes responsables de maladies intestinales et tout particulièrement de maladies intestinales induites par une activation excessive du système immunitaire. Et dans ce cadre, depuis de nombreuses années, nous travaillons sur la maladie cœliaque. Pourquoi la journée mondiale de la maladie cœliaque est importante? Elle est importante parce qu'elle nous rappelle la nécessité de rechercher, dépister, diagnostiquer la maladie cœliaque, souvent sous-évaluée. Pourtant, la maladie cœliaque affecte environ 1% de la population mondiale. Elle peut se présenter de façon typique, avec des douleurs abdominales, de la diarrhée, un problème d'absorption et des carences nutritionnelles, avec comme conséquence des troubles de croissance chez l'enfant, mais également de façon paucisymptomatique ou avec des symptômes extradigestifs. Et actuellement, cette forme représente 80% des cas au diagnostic chez l'adulte. Il peut s'agir d'une carence martiale isolée, mais également de troubles neurologiques, de troubles de la reproduction, voire des perturbations du bilan du foie. Il est nécessaire de rechercher cette maladie cœliaque parce que le traitement est simple, un régime sans gluten. Par ailleurs, le pronostic des patients cœliaques non diagnostiqués et l'espérance de vie est inférieur à celui des patients diagnostiqués. Chez qui rechercher la maladie cœliaque en priorité? Chez des patients qui ont les mêmes gènes de prédisposition de maladies auto-immunes, notamment des patients avec un diabète de type 1 ou une thyroïdite auto-immune, mais également dans la famille de patients cœliaques, puisqu'il y a un risque augmenté que les apparentés aient une maladie cœliaque. Ce diagnostic repose en fait sur un premier test, une prise de sang simple avec la recherche d'anticorps cœliaques spécifiques. Et en cas de positivité, une confirmation diagnostique est apportée par la réalisation d'une fibroscopie digestive avec des biopsies intestinales. Cela permet d'introduire, dès que possible, le régime sans gluten. La physiopathogénie de la maladie cœliaque est aujourd'hui bien connue. On sait que les gènes de prédisposition à la maladie, en particulier le gène HLA, qui est un gène associé très fortement au fonctionnement du système immunitaire, conduit à la reconnaissance préférentielle des fragments du gluten par le système immunitaire. Et cette reconnaissance donc aboutit à une activation excessive du système immunitaire dans l'intestin, aboutissant à une destruction de la muqueuse intestinale et donc à une perte des capacités de digestion et d'absorption de la muqueuse qui explique très bien les symptômes, la diarrhée, l'amaigrissement et puis les carences en différents nutriments, par exemple la vitamine D ou le fer. Dans la majorité des cas, comme l'a dit Georgia, le régime sans gluten va guérir l'immense majorité des patients. Donc, ce régime sans gluten est un régime difficile qui nécessite l'aide initialement d'une diététicienne et qui peut s'appuyer aussi de façon très efficace sur les conseils de l'association des patients intolérants au gluten, l'AFDIAG, qui fournit toute une série d'indications pour aider à la mise en place de ce régime et qui s'est aussi considérablement battu pour réaliser un logo qui permet d'identifier sur les produits industriels la présence l'absence de gluten, ou du moins la présence du gluten en conditions suffisamment basses pour qu'elle soit acceptable par les patients. Il faut en effet rappeler que dans la maladie cœliaque, une dose de gluten de l'ordre de 50 mg par jour est suffisante pour déclencher les symptômes. Dans la majorité des cas, si le régime est bien suivi, les patients vont guérir, même si cette réponse peut de temps en temps être lente. Néanmoins, un petit nombre de patients peuvent développer des complications et notamment devenir résistants au régime sans gluten.
Et c'est là que notre travail se situe. Et ce que notre équipe a tenté de faire depuis de nombreuses années, c'est de comprendre pourquoi les patients devenaient résistants au régime sans gluten, afin d'apporter des outils diagnostiques qui permettaient de différencier cette résistance au gluten d'un mauvais suivi du régime, mais aussi apporter des solutions thérapeutiques. Et donc, en particulier, ce que nous avons montré, c'est qu'une complication est l'apparition de lymphome, un lymphome qui d'abord évolue de façon lente. Enfin, nous avons identifié de façon précise les mécanismes qui conduisent à l'apparition de ce lymphome, ce qui nous offre à la fois des outils diagnostiques et des cibles thérapeutiques pour éviter que ces lymphomes évoluent vers des formes agressives plus sévères. En conclusion, il faut, en cas de doute diagnostique, rechercher la maladie cœliaque, y penser et réaliser le test sérologique et la fibroscopie avant la mise sous régime sans gluten qui peut fausser le diagnostic. En cas de confirmation diagnostique, il ne faut pas hésiter à s'adresser à l'Association française des intolérants au gluten, AFDIAG, qui fournit tous les renseignements, les informations nécessaires, les outils pour le régime sans gluten, afin que celui-ci soit bien réalisé au long cours.